Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Je m'appelle Léa Romani et c'est Thomas Dubo. On fait tous les deux partie du collectif Greta Kutz qui rassemble des comédiennes et comédiens du Conservatoire de Liège et puis un musicien. Et là, le jardin, c'est notre deuxième création. On est 5 au plateau, à la mise en scène. Et puis pour le prochain, l'idée ce sera d'être tous ensemble, donc 9 au plateau. Bah, c'est une fable, ouais. On l'a vraiment pensé comme ça. Enfin, c'était vraiment une volonté d'écrire une histoire. On avait vraiment envie de ça. Parce qu'on aime bien réfléchir en créant des personnages et en les faisant évoluer, en les faisant interagir et en faisant évoluer leurs relations. Enfin voilà. Et que le cadre de la fable permet ça fort. Je pense que l'idée c'est que c'est une histoire dans laquelle il y a peut-être un peu de magie ou un peu d'enchantement et à la fois des personnages qui sont, je sais pas, en lutte avec leur vision du monde ou avec quel sens plus grand on peut donner aux choses, à la vie, etc. Et du coup, je comprends qu'il y a un côté anti-conte de fées, dans le sens où il y a, je sais pas, des recherches de choses, de sens ou d'histoire un peu plus mystique ou un peu plus... Enfin, le fait que Marie, elle se prenne pour la Vierge Marie, il y a aussi un côté conte de fées dans le sens où elle a envie que le monde représente davantage que ce qu'il n'est. En vrai, Tchekhov, c'est accidentel. C'est au fur et à mesure qu'on s'est rendu compte, on s'est dit, mais en fait, mais après, je pense que c'est pas un hasard. Je pense que c'est un classique et qu'on l'a en tête et tout, mais c'est pas un modèle qu'on a nommé. C'est venu très tard. On s'est dit, ah, mais en fait, il y a vraiment un côté Tchekhov, c'est vraiment la cerisée. Ouais, c'est ça. Dès l'origine, il y avait un peu un jeu, une envie de jouer avec la mythologie biblique. D'où le personnage de Marie, ce qui est le truc le plus fort et tout, mais de triturer et réécrire des images, des icônes ou des morceaux d'histoire de la Bible. Et notamment, il y avait cette idée de la chute du Jardin d'Éden. Parce que comme on avait envie de raconter des histoires de désir, d'enchantement, des histoires de désillusion, Fritz, par exemple, le personnage de Fritz, c'est un enfant qui est en train de sortir de l'enfance. Et il y avait, en fait, chacun des personnages est en fait dans un espèce de mouvement où il est en train de sortir de l'enfance. Et du coup, il y avait l'idée que ça aussi se répète dans l'espèce de motif de la chute du Jardin d'Éden, quoi, de sortir du monde de l'innocence et où tout est fait pour nous, simple. Ouais. Voilà. Et où les représentants où les référents sont extrêmement solides et puissants et inattaquables. Et la chute du jardin, c'est ça aussi. Enfin, c'est sur quoi est-ce que je peux compter? En fait, les choses sont plus simples, enfin, sont plus compliquées que ça. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça que c'est créé cette idée de mise en vente du jardin. C'est des gens qui ils ont grandi dans un jardin. C'est même à la lettre le jardin de leur enfance. Et ce jardin est mis en vente. Et ils sont tous dans un rapport à ça, quelque part, quoi. Et du coup, c'est marrant. Depuis, on n'a pas relu la cerisée de Tchekhov, mais ce serait... Est-ce que peut-être du coup Tchekhov a pensé les choses comme ça quand il a travaillé sur la cerisée, qui sait? Ce qui est très moteur pour le trouver, cet équilibre, c'est qu'on n'arrive pas totalement à se laisser aller, enfin en tout cas moi dans mes goûts, quoi. J'arrive pas à me laisser totalement aller au rire si j'arrive pas à croire que les choses sont importantes. Si les choses qui se vivent sont pas importantes, alors j'arrive pas à me laisser aller au rire, et inversement, j'arrive pas à être en empathie et à plonger complètement si
s'il n'y a pas un moment quelque chose qui me permet d'avoir un peu de recul, de mettre à distance. Ouais. Parce qu'en fait c'est ça, c'est que la tragédie, mais je crois que c'est aussi une affaire de goût, hein, mais que le côté tragique est nécessaire à la comédie et inversement. La comédie est nécessaire au tragique. C'est une esthétique assez romantique, enfin, c'est vraiment l'esthétique romantique. Mais c'est comme si on avait besoin des deux aussi pour raconter un rapport au monde. Enfin, c'est-à-dire qu'à la fois on pleure de l'état du monde et à la fois on en rit. Enfin, et que les deux nous sont nécessaires, enfin, ou qui pourraient pas aller l'un sans l'autre. Dans les toutes premières façons qu'on avait de se nommer la pièce, il y avait l'idée d'arriver à aimer les monstres qui nous habitent, un truc comme ça, quoi. Ce délire là de la justification, de la reconnaissance, et c'est comme si c'était, et je pense notamment, mais en fait chez ces deux personnages très forts, comme si effectivement, comme s'ils se sentaient comme s'ils avaient besoin de choses qui les soutiennent, qui leur donnent sens, qui les rendent présentables. Comme s'il y avait une espèce de... Mais après, je trouve que c'est aussi... c'est pas un hasard si tout ça est lié à la mythologie chrétienne, etc. Mais c'est qu'il y a aussi une espèce de culpabilité latente, de sentiment de... Ouais, de n'être pas juste, de n'être pas au bon endroit, d'être monstrueux, d'être en trop, d'être, enfin, je sais pas, et que c'est ça qui nourrit cette espèce d'urgence à produire des récits qui nous rendent héroïques, à l'inverse, quoi. Et que plus on se sent monstrueux, plus on se sent moche, plus ouais, c'est ça, plus on a d'urgence à produire un récit qui nous justifie. Et c'est que comme si ce désir, il était tellement énorme que alors il prend des formes monstrueuses, enfin que c'est ça déborde de partout et que du coup ben ça, enfin c'est pas beau à voir, quoi. Ça déborde du cadre de ce qui peut être acceptable socialement, de ce qu'on pourrait estimer désirable ou je ne sais quoi. Ça explose tout et donc ça prend des formes que les autres perçoivent aussi potentiellement comme monstrueuses. Je crois que l'idée du coup c'est plutôt comment on fait pour avoir une certaine tendresse et être capable de les écouter, ces monstres qui nous habitent, et enfin voilà. Et qu'il y a cette idée-là aussi avec la pièce, et que en fait, même si ça explose et tout, ils sont quand même dans une forme d'accompagnement et de tendresse, même avec la folie de Marie, il y a comme une façon d'être avec, et que ouais, enfin, et que ça c'est important, enfin qu'on a besoin de ça, parce que sinon justement on va produire plus de délire, enfin voilà. Mais aussi que peut-être au bout d'un moment on arrive à je sais pas exactement comment, mais peut-être qu'au bout d'un moment on arrive à calmer l'espèce d'angoisse égotique, enfin, que ça finit par s'apaiser, ou que le besoin de reconnaissance crie un peu moins, ou qu'il est, enfin, ou je sais pas, qu'on déplace notre point de vue, ou notre façon d'être. C'est l'espace où justement les monstres sont possibles, quoi. Et où on peut en jouir de notre monstruosité et de notre aspect ridicule, et que tout d'un coup ça devient on prend vraiment plaisir à ces choses-là qui par ailleurs sont invivables. On les vit pas du tout de la même manière, puisqu'on joue à plonger dedans, alors on les vit pas du tout de la même manière. Enfin, une colère du coup peut être vécue enfin comme extrêmement jouissive, alors que si on était effectivement pris dans ce conflit, je suppose que ça générerait complètement autre chose, quoi.
Parce que c'est agréable. Non, mais enfin, je sais pas si on l'a spécialement théorisé par exemple, mais dans les personnes, les spectacles qui nous avaient marqués ou le théâtre qu'on aimait bien, bah, c'était quand même souvent le cas, et que c'est très 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 agréable comme type de rapport, parce que ça... Enfin, il y a plein de spectacles que j'adore où il y a des quatrièmes murs et où il n'y a pas du tout de communication, hein, mais en tout cas en tant que comédienne, c'est très 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 jouissif de pouvoir être en lien direct. C'est comme si aussi on disait, on assumait qu'on est en train on est en représentation théâtrale et on vous amène dans une fiction, mais on garde des éléments de ce qui nous rassemble effectivement au présent et qui ne fait pas partie de la fiction, et comment est-ce qu'on jongle avec les deux aussi pour que, je sais pas, les deux soient un peu poreux, et peut-être du coup on se laisse toucher les uns par les autres, ou je sais pas, enfin, en tout cas ça permet plein de choses et qui sont agréables. Moi je dirais... Bah, c'est rigolo parce qu'on en a parlé de ça à des moments, et où d'un sentiment qui irait avec comme après une tristesse, après qu'on est à un moment de désillusion où on a essayé à tout prix de tenir un grand moment de tension et tout, et les choses finissent par se défaire, se détricoter, et des fois il y a un espèce de calme et de sentiment de paix, de tendresse comme ça qui va c'est le sentiment après avoir pleuré comme ça, et presque du coup possibilité de rire, un sentiment de calme comme ça, de détente, de consolation. C'est ça, je crois, un truc comme ça, je dirais. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Le curé de